J'ai vécu une expérience traumatisante quand j'avais 9 ans, et j'ai vraiment envie de vous la partager. La voici. Cette histoire m'est arrivée quand je suis allée en vacances dans mon pays natal avec ma mère, pour rencontrer le reste de la famille. Mon père n'est pas venu parce qu'il travaillait. Nous étions dans la ville où mes cousins et leurs parents vivaient. Nous étions sur le chemin du retour, après avoir rendu visite à un autre membre de la famille. Et il était très tard, vers 3 heures du matin. Mon oncle était au volant, lorsque soudainement, un homme dans la trentaine s'est jeté sur notre voiture. Mon oncle a immédiatement freiné, et l'homme s'est mis à marteler les fenêtres. Mon oncle a baissé la vitre, et lui a demandé ce qui n'allait pas. L'homme a répondu qu'il avait besoin qu'on l'emmène quelque part. Mon oncle était sur le point d'accepter, mais ma mère lui a dit dans notre langue de ne pas prendre le risque, parce qu'il y avait des enfants dans la voiture. Mon oncle a présenté ses excuses à l'homme, lui disant qu'il était tard et que nous étions aussi pressés. Mais l'homme a continué de supplier. Mon oncle a dû démarrer et passer devant lui de force. Alors qu'on s'éloignait, mon cousin et moi avons regardé derrière nous. 5 hommes avec des armes à la main étaient en train de parler à l'homme, qui nous pointait du doigt. Ils ont commencé à nous suivre, mais ont lâché l'affaire après un moment. C'était un des moments les plus effrayants de ma vie. Heureusement que nous sommes arrivés sains et saufs chez nous. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui nous serait arrivé si mon oncle avait accepté et que ma mère ne l'avait pas arrêté. Est-ce que je serais toujours en vie pour raconter cette histoire? J'en doute. Laurent a 36 ans, mais cette histoire lui est arrivée quand il en avait 18. C'était un lycéen qui avait travaillé à mi-temps à côté, pour se faire de l'argent de poche. Il n'avait pas envie de travailler au McDo, et le seul autre job auquel il a pu penser était caissier dans un supermarché. Il a passé son entretien d'embauche, et a pu décrocher le poste. Ses 2 premières semaines en tant que caissier étaient plaisantes, mais c'est là qu'il a rencontré James. James était un soixantenaire, qui disait avoir servi dans l'armée pendant la guerre de Corée. Il semblait sympathique au début, mais Laurent a vite remarqué qu'il n'avait aucune hygiène, et sentait souvent mauvais. Pendant une célébration au travail pour les 10 ans du supermarché, tous les collègues ont été invités chez James. Dès qu'ils ont mis un pied à l'intérieur, ils ont été frappés par la puanteur. À l'heure du repas, James est arrivé avec ce qui ressemblait à de la soupe de tomates, en juger par la couleur. Mais quand ils y ont goûté, ils ont constaté que le goût était particulier. Après la soirée, alors qu'il rentrait chez lui en voiture, Laurent s'est soudainement mis à somnoler. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé après ça, mais il s'est réveillé dans un lit d'hôpital, avec sa mère à son chevet en train de pleurer. Son père était là aussi, secouant la tête. Un médecin est entré dans la chambre et lui a expliqué qu'il avait eu un accident de voiture et s'était cassé le bras. Laurent s'est souvenu de la soupe de James et a demandé au médecin d'appeler la police. Quand ils sont arrivés, il leur a expliqué la situation et ses doutes. Ils sont allés chez James et ont fait une découverte choquante. Il était en train de manger un bras humain. Il a été arrêté sur le champ et a fini par être condamné à la prison à perpétuité. Dire que Laurent l'avait considéré comme un collègue proche, on ne sait jamais ce que les gens peuvent cacher. C'était une nuit froide d'hiver, le 17 décembre 2021. Vincent et ses cousins étaient en train de jouer à la PlayStation dans le salon, grignotant des snacks et buvant des sodas. Ils passaient un bon moment et ne sentaient pas le temps passer. Vers 3 heures du matin, Vincent a fini par s'écrouler d'épuisement. Il s'est réveillé en sursaut dans le noir total et un silence de mort, seulement rompu par le chant d'une cigale. Il avait soif, alors il s'est levé pour aller se chercher à boire. Il a pris un soda, puis s'est retourné. Le choc l'a tétanisé. 2 yeux verts brillants le fixaient. De panique, il a lancé sa boisson dans leur direction, et les yeux ont traversé la cuisine pour sauter par la fenêtre ouverte. Vincent a pu voir la chose courir dans la rue dehors, couverte de vêtements en lambeaux. Ce n'était clairement pas une personne. Les yeux d'un être humain ne brillaient pas dans le noir. Vincent n'avait pas son téléphone sur lui, sinon il aurait pris une photo. Il était encore sous le choc de ce qu'il avait vu, mais aussi étonné que ses cousins ne se soient pas réveillés avec tout ce boucan, ni sa mère d'ailleurs. Il s'est soudainement senti mal et s'est écroulé au sol. Quand il s'est réveillé, il faisait bien jour et il était sur son canapé. C'est là que cette histoire prend un tournant encore plus mystérieux. Sa cousine est venue le voir pour lui dire qu'elle avait rêvé de lui. Dans le rêve, Vincent prenait un soda,
puis tomber nez à nez avec une créature humanoïde aux yeux verts, exactement celle qu'il avait vue dans la nuit. Vincent lui a tout de suite raconté ce qu'il avait vécu, mais qui s'était évanoui et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Est-ce qu'il était entré dans le rêve de sa cousine? Ou est-ce que sa cousine avait rêvé de sa réalité terrifiante? À vous de décider. Cette histoire est arrivée à Jamie fin 2019. Il était rentré de l'école très fatigué et se sentait malade et vaseux. Il en a parlé à sa mère, qui lui a dit de se reposer un peu. Il s'est donc allongé et a fait une sieste. Après quelques heures, il s'est fait réveiller par la soif. Il a également remarqué qu'il se sentait déjà beaucoup mieux. Il s'est levé pour aller se chercher un verre d'eau. En retournant dans sa chambre, il a vu un spectacle choquant. Il s'est vu lui-même endormi dans son lit. Il s'est dit qu'il devait être en train de rêver et a essayé de se pincer. Il n'a rien senti du tout. Était-ce un rêve alors? Comment en sortir? Il a eu une idée soudaine. S'il s'allongeait dans l'exacte même position que son corps, est-ce qu'il pourrait revenir? Il n'avait rien à perdre à essayer. Il s'est positionné dans le lit et a fermé les yeux. Au même moment, il s'est réveillé. Sa mère était à son chevet, lui tenant la main en pleurant. Elle l'a serré très fort dans ses bras et lui a dit « Tu étais tellement pâle et froid, j'ai cru que quelque chose t'était arrivé. Je voulais juste te ramener à manger parce que tu n'avais pas mangé. » Je m'appelle Althea et j'habite aux Philippines. Cette histoire m'a été racontée par ma mère, à propos d'un jour inoubliablement sinistre de quand elle était adolescente. Ma mère vivait avec ses oncles et ses tantes, et elle voulait rendre visite à sa famille. Sa famille vivait dans une autre province du pays. Ils avaient une maison qui se trouvait près d'un pont qui surplombait une rivière. Un jour pendant sa visite, ma mère a décidé d'aller laver ses vêtements, et mon grand-père lui a demandé de laver les siens avec. À son époque, les Philippins lavaient leurs vêtements près de la rivière, parce qu'il y avait un manque d'eau courante. La rivière était également potable, donc les locaux s'installaient en général à côté pour vivre. Après que ma mère ait fini de préparer le nécessaire pour faire la lessive, mon grand-père l'a aidé à tout porter à la rivière. La rivière était très calme et très froide, mais il faisait beau et ensoleillé. C'était donc la journée idéale pour laver du linge, puisqu'il sécherait facilement sous le soleil. Ma mère était affairée à sa tâche, lorsqu'elle a soudainement entendu des bruits de pas venant du pont. Le pont était fait de bois épais, qui faisait beaucoup de bruit quand quelqu'un passait dessus. Ma mère y faisait face. Elle a donc immédiatement levé la tête pour saluer le passant, pensant que ce serait un voisin. Mais elle a eu la surprise de voir qu'il n'y avait personne. Elle a regardé tout le long du pont, mais aucune âme en vue. Elle a continué à laver son linge, et après quelques instants, les bruits de pas ont de nouveau retenti. Elle a jeté un nouveau coup d'œil au pont, mais encore une fois, il n'y avait personne. Elle a commencé à être inquiète. Après avoir fini sa lessive et étendu le linge, elle a de nouveau entendu les bruits de pas, et s'est retournée, et le choc l'a gagnée. Bien qu'elle entende clairement quelqu'un courir, et que le pont tremblait sous le mouvement, il n'y avait personne. La peur l'a vraiment submergée à ce moment, mais elle a fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Lorsqu'elle les a rouverts, elle a vu l'ombre d'un homme de grande taille. Tout était noir, il n'y avait rien d'autre à voir. Elle a paniqué et retourné en courant dans la maison. Mon grand-père était surpris par sa réaction et lui a demandé ce qui n'allait pas. Mais il lui a juste dit qu'elle s'était faite courser par un chien et est allée directement dans sa chambre après. 2 jours plus tard, ma mère était en train de se préparer pour la journée et se brosser les cheveux devant le miroir, quand soudainement, une ombre sortie de nulle part est passée dans son reflet. Perturbée, elle a regardé derrière elle, mais personne n'était avec elle dans la chambre. Elle a repris son brossage, et en levant les yeux vers son reflet, elle a vu l'ombre d'un homme juste derrière elle. Terrorisée, elle a hurlé et s'est enfuie de là. Elle a tellement paniqué qu'elle a sauté les escaliers et s'est blessée aux jambes. Mon grand-père est immédiatement allé l'aider et lui a demandé ce qui se passait. Elle lui a enfin tout raconté de sa rencontre sur le pont. Mon grand-père l'a écoutée très sérieusement, avant de la porter jusqu'au canapé pour la soigner. Puis il lui a avoué « Je connais cet homme ombre ». Ma mère, surprise, lui a demandé de s'expliquer davantage. Mon grand-père a dégluti et a raconté. C'est le fils de notre voisin Gilbert, Andrew. Il est mort il y a 3 ans. Il pleuvait très fort ce jour-là, et il courait très vite pour rentrer chez lui. Il a traversé le pont à toute vitesse,
Mais quand il est arrivé au niveau de notre maison, la foudre l'a frappé de plein fouet, le réduisant instantanément en cendres. Mon grand-père était très triste en racontant ça. Ma mère était sans voix sous le choc. Les gens qui l'ont vu mourir ont été choqués. Ils ont crié, appelant Gilbert. La seule chose qui a confirmé son identité étaient ses papiers à moitié brûlés. Ma mère a ressenti une grande tristesse l'envahir et était toujours muette. Mon grand-père a fini de la soigner et lui a dit de se reposer sur le canapé jusqu'à ce que sa sœur rentre, pour qu'il ne soit pas seul dans sa chambre. Le lendemain, le voisin Gilbert est venu leur rendre visite. Mon grand-père lui a raconté ce qui est arrivé à ma mère, et Gilbert s'est excusé de la frayeur que lui avait causée son fils. Ma mère a accepté ses excuses et s'est reposée davantage. Après une semaine, ses jambes allaient beaucoup mieux. Elle a pu rentrer chez elle. Mais elle n'oubliera jamais ces bruits de pas. Cette histoire m'est arrivée il y a 3 ans, mais à ce jour, j'ai encore des frissons de terreur lorsque j'y repense. J'avais 14 ans à ce moment-là, et ma mère, ma sœur et moi venions d'emménager dans une vieille maison. Elle était très grande. La propriétaire précédente était une vieille dame, qui était décédée peu de temps avant. Tout se passait très bien, et nous avons vraiment pris du plaisir à vivre dans cette vieille maison, et à la rénover pour la rendre encore plus belle. Mais la nuit dont je vais vous parler est celle que je n'oublierai jamais. J'étais chez une de mes amies qui fêtait son anniversaire, et même s'il n'était pas très tard, j'étais tellement fatiguée que je suis rentrée pour dormir directement. Je me suis réveillée vers 3h du matin, et je me suis rendu compte que je n'avais même pas enlevé mes chaussures. J'ai rassemblé mes forces pour me préparer à aller au lit. Je suis allée me brosser les dents et me démaquiller. Je suis retournée dans ma chambre, et en me changeant, j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil, se tenant dans la rue. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre au premier, et j'ai vu une vieille dame debout près d'un arbre. Elle me regardait fixement dans sa robe blanche sale. Elle avait des cheveux gris emmêlés, une peau pâle et des yeux injectés de sang. Sa bouche était grande ouverte. Il lui manquait quelques dents. Et, malgré la distance, je pouvais sentir la pourriture de son haleine. Elle était émaciée. Je suis restée là, paralysée par le choc. Je ne pouvais rien faire d'autre que la regarder. Elle m'a regardé en retour avec ses yeux écarquillés, comme une folle. Elle n'a pas bougé non plus. Seule sa bouche bougeait, alors qu'elle marmonnait quelque chose. Des frissons m'ont envahi sur tout le corps. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai réussi à pleurer et à gémir, espérant attirer l'attention de ma mère. Elle m'a entendue, et elle est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai dit qu'une femme me regardait depuis la rue, et que je ressentais une peur indescriptible en la regardant. Ma mère est allée regarder par la fenêtre pour vérifier. Pendant qu'elle regardait, je pouvais toujours voir la femme là-bas, souriant d'un air sinistre dans notre direction. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui a suivi. Ma mère s'est tournée vers moi, confuse, et m'a demandé « Ma chérie, de quoi tu parles? Il n'y a personne là-bas. » Je l'ai regardée avec incompréhension. Quoi? Étais-je folle? Ma mère a dû dormir avec moi cette nuit-là, parce que cet incident m'a complètement traumatisée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, nous devions sortir faire quelques courses. Et alors que nous étions dans la voiture près de là où j'avais vu la femme, j'ai commencé à me sentir bizarre. J'ai également senti une odeur de pourriture dans mes narines. Ça m'a rendue malade, et je me suis mise à pleurer parce que j'étais toujours traumatisée de la veille. Depuis cet incident, je me suis réveillée souvent au milieu de la nuit, parce que j'entendais une respiration lourde juste à côté de moi. Ça m'est arrivé 5 fois, puis ça s'est arrêté. J'ai pris l'habitude de regarder par la fenêtre chaque nuit avant de dormir. Heureusement, je ne l'ai plus jamais revue. Mais je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu sentir son haleine, ou entendre ses marmonnements, alors qu'elle était de l'autre côté de la rue, et que ma fenêtre était fermée. Plus tard, j'ai appris que la propriétaire précédente de la maison était morte dans ma chambre. Je ne sais pas si cette femme avait juste voulu me faire peur pour me chasser de sa maison, ou si c'était mon imagination qui m'avait joué des tours. Mais cet incident me hante encore à ce jour. Cette histoire est arrivée à Steve il y a 5 mois. Steve habitait avec son colocataire, Michael. Tout se passait bien, jusqu'au jour où une odeur de pourriture a commencé à sortir de la chambre de Michael. Steve lui en a parlé en disant « Michael, ta chambre sent comme si quelque chose est en train d'y pourrir. »
Michael l'a très mal pris, en lui criant en réponse que c'était son nez qui devait être pourri. Puis il a claqué la porte. Steve était confus, non seulement à cause de l'odeur, mais aussi parce que la personnalité de Michael semblait avoir changé. Un jour, à 3 heures du matin, il l'a entendu hurler dans sa chambre. « Tu es plus belle qu'une déesse, je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. » Steve ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il est donc allé frapper à sa porte. Michael lui a crié sans ouvrir. « Ne me dérange pas maintenant, Steve. Moi, je ne te dérangeais pas quand tu étais avec ta copine. » Steve était de plus en plus confus. Il a fini par décider, un jour où Michael n'était pas chez eux, d'aller discrètement inspecter sa chambre. Il a facilement trouvé la clé et a ouvert la chambre. La pièce était propre et bien rangée, et rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Mais au moment où son regard s'est posé sur le miroir, il a vu la femme qui se tenait derrière lui, le regardant fixement. Il s'est immédiatement retourné sous le choc, mais il n'y avait personne dans la pièce. C'est là qu'il a entendu une voix dans son oreille. « Veux-tu jouer avec moi ?» Et en même temps que l'odeur familière de pourriture, il a senti une main glisser sur sa nuque. Terrifié, Steve a de nouveau regardé le miroir et a vu un squelette pourrissant à côté de lui, le touchant et chuchotant. Il a hurlé et s'est enfui de la chambre. Une terreur indescriptible l'avait submergé, mais il ne pouvait rien faire de plus et il n'entendait plus rien dans la chambre. Le lendemain matin, il a ouvert la porte de la chambre à nouveau. Il n'y avait rien. Il n'a pas eu le courage de regarder dans le miroir. Il a donc juste refermé la porte. Il commençait à douter de la réalité de ce qu'il avait vu la veille. Quand Michael est rentré un peu plus tard, Steve a fini par lui demander ce qui diable se passait dans sa chambre. Au début, son colocataire a fait comme s'il ne savait pas de quoi il parlait, mais avec l'insistance de Steve, il a fini par tout avouer. Il lui a raconté qu'un jour, par curiosité, il avait décidé de pratiquer de la nécromancie pour voir ce qui se passerait. L'esprit d'une femme éblouissante de beauté est apparu. Il n'a pas voulu la renvoyer et la laisser vivre dans sa chambre. C'était tellement rocambolesque que Steve lui a dit d'arrêter de se moquer de lui, mais Michael l'a emmené dans sa chambre pour lui prouver ses dires. La chambre était évidemment vide, mais quand il a prononcé le nom, Cassandra, il a soudainement entendu quelqu'un marcher au plafond, puis a senti des cheveux toucher son visage. Et finalement, l'odeur de pourriture les a submergés. Steve n'a même pas eu le courage de lever les yeux, il s'est directement enfui en courant. Depuis, il entendait la voix de la femme de temps en temps dans la chambre de Michael. Il se demandait ce qu'il devait faire à ce sujet, mais son colocataire semblait tellement heureux. Il s'est finalement dit qu'il allait se mêler de ses affaires, puisque tout se passait bien dans la chambre de Michael. Mais il ne pouvait s'empêcher de frissonner de peur quand il l'entendait répéter « Je ne ferai qu'un avec toi, Cassandra !» Il a commencé à s'enfermer dans sa chambre, n'en sortant pas pendant des jours, et Steve a commencé à sérieusement s'inquiéter. Puis un jour, Michael n'était pas sorti de sa chambre depuis tellement longtemps que Steve est allé frapper à sa porte, mais il n'y a eu aucune réponse. Il a tout de même ouvert la porte et a été choqué. Michael était sur le lit. Son corps avait doublé de volume, comme si quelque chose était à l'intérieur de lui. Steve a hurlé d'horreur et a appelé la police. Quand ils sont arrivés sur les lieux, Michael était déjà mort depuis un moment et son corps était rempli d'un liquide noir. Après l'autopsie, il s'est avéré que le liquide noir à l'intérieur de lui était du sang pourri. Mais ni l'origine du sang, ni à qui il appartenait n'ont pu être expliqués. Après la mort de son colocataire, Steve a beaucoup souffert du deuil. Puis, après un moment, il a rencontré une fille et elle a commencé à venir chez lui. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle s'est mise à lui dire dernièrement « Un jour, je ne ferai qu'un avec toi », en s'accrochant à lui et en le serrant fort dans ses bras. Steve en avait des frissons et l'a repoussée, mais elle revenait à la charge, répétant les mêmes mots encore et encore. Il a laissé faire au début, mais plus le temps passait, plus ça empirait. Maintenant, elle le serre fort et lui répète qu'elle veut être avec lui 24 heures, pour qu'il ne fasse qu'un. Steve ne sait pas comment s'en sortir. Je m'appelle Rui et je suis originaire de l'Inde. Je vis avec mes parents et mon grand frère. Un soir, mes parents sont sortis pour aller faire des emplettes. J'avais l'habitude de rester seule depuis toute petite. J'ai donc convaincu mon frère d'aller marcher un peu pour être tranquille. Il a accepté, un peu à contre-cœur. J'ai verrouillé la porte derrière lui et je me suis installée pour travailler dans le silence. J'étais très concentrée, jusqu'à ce que j'entende un énorme bruit. Pour info, j'habite en appartement, donc soit c'était une tentative d'effraction, soit quelque chose s'était passé dans l'appartement d'à côté. Je suis allée jeter un œil et mon cœur a manqué un battement.
Un homme barbu armé d'une barre de fer avait forcé ma porte et essayé d'entrer par l'ouverture. J'ai réfléchi très vite. J'avais regardé mon lot d'histoires d'horreur et je savais exactement ce qu'il fallait faire. J'ai hésité entre la chambre de mon frère qui avait un meilleur verrou et la mienne, mais j'ai fini par choisir la mienne parce que j'y gardais des armes. Puisque l'homme avait réussi à entrer, j'ai immédiatement verrouillé et j'ai appelé la police. Puis je me suis armée d'un marteau, d'un couteau de poche et d'un compas. La police m'a dit de me cacher jusqu'à leur arrivée. J'ai préféré ne pas me cacher dans le placard parce qu'il était plein de vêtements. Si l'homme m'avait trouvé à l'intérieur, je n'aurais pas pu me défendre. J'ai aussi appelé le bureau de sécurité de l'immeuble, mais personne n'a répondu. Je me suis demandé si le gardien n'avait pas été tué par ce fou furieux. Il était en train de rire hystériquement en frappant la porte. J'avais conscience qu'elle n'allait pas tenir s'il utilisait sa barre de fer. Son rire ne semblait pas humain. Et puis, la porte a cédé. Alors qu'il entrait dans ma chambre, je ne lui ai pas laissé une seconde pour réagir, et je l'ai poignardé avec le compas avant de l'attaquer au marteau. Il est tombé au sol, criant de douleur. J'ai utilisé mon entraînement au karaté pour le mettre hors d'état de nuire, pour ne pas le tuer par accident avec les armes. Au même moment, j'ai entendu les sirènes de police. Ils sont entrés dans la maison et l'ont menotté. À ma grande surprise, sa barbe était en fait fausse, et quand ils lui ont retiré, j'ai découvert que c'était un garçon de mon âge, que j'avais giflé en public quelques jours auparavant, parce qu'il m'avait insulté. Il a crié qu'il allait se venger. J'ai appris plus tard que le gardien de l'immeuble n'était pas mort. Il avait été menacé par l'intrus armé de sa barre de fer, et il l'avait laissé entrer. Il a eu trop peur pour appeler les secours. Il a été viré immédiatement pour cette raison. C'était irresponsable. Le garçon a écopé de 8 ans de prison. Il savait que j'étais seule chez moi à ce moment-là, et avait élaboré un plan pour me kidnapper. Je n'ose même pas imaginer ce qui me serait arrivé si je n'avais pas pu me défendre. Cette histoire m'est arrivée il y a 5 ou 6 ans. C'est arrivé pendant la nuit. Notre maison n'est pas très grande. Nous avons 2 chambres, un salon et une cuisine, tout au même étage. Mais nous avons également un grand terrain que nous appelons notre cour gauche, puisqu'elle se trouvait sur le côté gauche de notre maison, plutôt qu'à l'arrière. Mon père adorait les animaux, donc il en avait dans notre cour gauche, et les nourrissait là-bas chaque nuit avant d'aller se coucher. Une nuit, avec ma sœur, nous avons décidé d'aider notre père à nourrir les cochons et les poules, parce que ni elle ni moi n'étions assez fatigués pour aller nous coucher. Notre cour gauche avait 2 lumières, mais j'ai tout de même pris mon téléphone avec moi, au cas où nous aurions besoin de sa lampe. Pour vous donner une idée plus précise de notre cour, c'était un grand espace, avec un sol en terre et un arbre au beau milieu. Il y avait aussi un abri pour les poules dans le coin du fond, loin de la maison. Je ne sais pas comment vous décrire l'abri exactement, mais imaginez les barreaux d'une cellule de prison en très rapprochés, ce qui veut dire qu'on peut toujours voir à l'intérieur. Enfin bref, nous étions en train de nous occuper des cochons, quand mon père nous a demandé de retourner à la maison pour chercher un seau d'eau, ce que nous avons fait. Nous sommes ensuite retournés dans la cour. En arrivant là où nous avons laissé mon père, il n'était nulle part en vue. Mon regard est tombé sur l'abri de fortune, et il était là, derrière les barreaux de bambou, regardant intensément quelque chose. J'ai pris la main de ma sœur et nous nous sommes dirigés dans sa direction. À mi-chemin, je me suis arrêtée net, et j'ai levé mon bras pour empêcher ma sœur d'avancer. Même aujourd'hui, je ne suis pas certaine de ce qui m'a fait m'arrêter. C'était presque comme un pressentiment, auquel j'ai choisi de faire confiance. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, même si je ne savais pas encore ce que c'était. Dans une immobilité totale, j'ai regardé vers l'abri, observant les mouvements de mon père. Et, sans le quitter du regard, j'ai attrapé une barre en métal qui traînait là. En tant que grande sœur, c'était à moi d'être courageuse dans ces moments-là, et j'y étais prête. J'ai avancé discrètement vers l'abri en tenant la main de ma sœur. Mais alors qu'on s'en approchait, mon père est appelé. « Max, est là? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je me suis de nouveau arrêtée net, tétanisée par le choc. Je me suis retournée après quelques secondes, et j'ai vu mon père de l'autre côté de la cour, confus. Mes yeux se sont écarquillés et mon cœur a loupé un battement. Si mon père était là-bas, qui diable était dans l'abri? Je pensais que j'étais la seule à avoir vu la silhouette dans l'abri. Mais quand j'ai regardé ma sœur, j'ai remarqué qu'elle avait le même air terrifié et confus que je devais avoir. Je me suis de nouveau tournée vers l'abri et... personne. Il n'y avait plus personne à l'intérieur. Ma sœur et moi avons couru aussi vite que possible vers notre père, et nous avons passé toute la nuit près de lui.
Nous avons gardé cet incident pour nous et nous n'en avons plus reparlé. Mais des questions persistent dans ma tête. Que se serait-il passé si je n'avais pas fait confiance à mon instinct? Et si mon père n'avait pas appelé à ce moment précis? Qu'est-ce qui était à l'intérieur de l'abri avec l'apparence de mon père? Et si ma sœur et moi étions entrés malgré tout? Je me demandais ce jour comment j'ai pu déceler le danger, et ce qui a bien pu me mettre la puce à l'oreille. Même si je n'ai toujours pas la réponse, je suis heureuse d'avoir suivi mon instinct, parce que Dieu seul sait ce qui nous serait arrivé si nous avions confronté cette chose. J'espère que ce sera une leçon utile. Faites toujours confiance à votre instinct. Je m'appelle Isha et je suis originaire de l'Inde. Cette histoire concerne ma sœur, Jan. C'est arrivé il y a environ 2 ans, quand elle étudiait à l'université. Jan était une fille très timide et n'avait par conséquent pas d'amis. Une journée ensoleillée, elle est partie à l'université comme d'habitude. La journée est passée et à 17h, il n'y avait aucune trace d'elle, alors qu'elle était supposée être déjà rentrée. Je me suis dit qu'elle avait peut-être un cours supplémentaire, donc je ne me suis pas trop inquiétée. Vers 18h30, j'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. J'ai prévenu mes parents, qui m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Après tout, Jan était une adulte, et elle finirait bien par rentrer. Mais j'avais un mauvais pressentiment à propos de toute cette situation. À 19h, alors que mes parents étaient sortis, j'ai essayé de la rappeler. Cette fois-ci, son téléphone était carrément éteint. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas, parce qu'elle répondait toujours à mes appels, ou alors elle m'écrivait. Mes parents sont rentrés vers 22h, et Jan n'était toujours pas là. À cette heure tardive, même eux étaient devenus inquiets. Nous avons essayé de contacter ses camarades de classe, mais ils nous ont dit qu'elle était absente ce jour-là. Cette réponse a suffi à nous faire partir au commissariat pour signaler sa disparition. Les policiers l'ont cherchée, mais c'était inutile. Elle n'a jamais été retrouvée. Elle avait juste disparu du jour au lendemain. Le temps est passé, et bientôt, le 3e mois de sa disparition est arrivé. Nous commencions à perdre espoir, et nous avons petit à petit arrêté de la chercher. Puis, quelques jours plus tard, quelque chose est arrivé. C'était le 2 décembre, un jour d'école pour moi qui étais en terminale. En rentrant après les cours, je l'ai vue, ma sœur, qui avait disparu 3 mois auparavant. J'ai couru vers elle, l'appelant. Dès qu'elle m'a vue, elle a fondu en larmes. Je l'ai immédiatement emmenée à la maison, sachant que mes parents seraient tellement soulagés de la savoir en vie. Lorsque je suis rentrée avec elle, mes parents étaient sous le choc. Ils se sont précipités pour la serrer fort dans leurs bras, et nous avions tous les larmes aux yeux. Mes parents étaient tellement heureux, mais la réaction de Jan était à l'opposé. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'un peu de temps. Plus tard, je l'ai emmenée dans ma chambre, et je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, et où elle était passée pendant 3 mois. Elle a souri d'un air sinistre, et a répondu « J'ai été kidnappée ». Je lui ai demandé comment elle avait réussi à s'échapper. Et à ma plus grande horreur, elle a répondu « Oh, c'était facile. J'ai tué mon kidnappeur en le poignardant à mort. » J'étais choquée. Il ne se comportait pas comme la sœur que je connaissais. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore remarqué l'ampleur du problème. Après quelques jours, alors qu'elle se remettait toujours de son traumatisme, je suis allée dans sa chambre pour lui poser la question qui me taraudait. « Si tu as poignardé ton kidnappeur, où est son cadavre ?» Elle a répondu « À l'extérieur de la ville, il y a une forêt. Et dans cette forêt, il y a une petite cabane. Son cœur se trouve à l'intérieur de cette cabane. » Toujours sous le choc, j'ai pris la décision de prévenir mes parents, qui étaient tout autant choqués. Nous avons appelé la police, et le lendemain, nous sommes allés à l'endroit qu'elle avait décrit. Et effectivement, il y avait bien une cabane. La police a ouvert la porte pour découvrir un cadavre en décomposition. Les vêtements qu'il portait étaient ceux de ma sœur. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Qu'est-ce que j'étais en train de regarder? La police a emmené le corps pour une enquête plus poussée. Et l'autopsie a révélé que le cadavre n'était autre que celui de ma sœur. La terreur m'a saisie quand j'ai réalisé que la personne chez nous n'était pas ce qu'elle prétendait être. Tout ce qu'elle m'a dit était en fait à l'opposé de la réalité. Ce n'était pas elle qui avait poignardé le kidnappeur, c'était lui qui l'avait poignardé. Mais pourquoi faire tout ça? Et qui, ou quoi, prétendait être ma sœur?
C'était le 31 décembre, le jour de l'anniversaire de Dylan. Puisque son anniversaire et le réveillon du Nouvel An coïncidaient, la famille de Dylan en faisait un seul grand événement. Ses parents ont invité tous les membres de leur famille pour célébrer. Ils ont organisé la fête dans la maison de la tante de Dylan, qu'elle leur avait prêtée pour l'occasion. Sa tante vivait en partie à l'étranger. La maison était donc inoccupée la quasi-totalité de l'année. La maison était très grande, comme un manoir, à l'exception qu'elle était de plain pied. La famille disait que cette maison était hantée, et que des esprits vagabondaient dans ses couloirs quand il n'y avait personne. Dylan se considérait comme un garçon intelligent. Il ne croyait pas du tout aux fantômes. Mais pourtant, la nuit de cette histoire a tout changé pour lui. Il ne restait que 10 secondes avant minuit. Toute sa famille était en train de compter à voix haute, alors que Dylan courait et sautait partout sous le coup de l'excitation. L'ambiance était incroyablement festive. À minuit pile, les carillons de la nouvelle année ont retenti, et certains membres de la famille ont claqué des poils avec enthousiasme. Des klaxons de voitures et de motos se faisaient entendre. Ils ont fait un bon repas après cela, en discutant de tout et de rien. Dylan, en revanche, commençait à sentir le sommeil le gagner, et il a eu besoin d'aller aux toilettes. Il a posé son verre et s'est levé, passant devant son cousin qui s'amusait avec un iPad. Le couloir menant à la salle de bain était très court. Il ne fallait que quelques secondes pour le traverser. La porte de la salle de bain était lourde et ouvragée. Elle faisait toujours du bruit quand Dylan la fermait, parce qu'il n'était pas assez fort pour la fermer doucement. Il a tâtonné pour allumer l'interrupteur. Et puis, il ne savait pas si c'était son imagination ou le manque de sommeil. Mais à ce moment-là, il a vu une femme lui tournant le dos. Elle avait de longs cheveux noirs et portait une robe blanche simple. Elle était tellement pâle qu'elle brillait sous la lumière. Incrédule et dans le déni le plus total, Dylan s'est frotté les yeux et les a clignés plusieurs fois. Mais la femme n'a pas disparu. Elle était toujours là, lui tournant le dos. Dylan a lentement tiré la porte vers lui, si proche que s'il la tirait davantage, elle se fermerait. Il a pris une profonde inspiration, puis l'a de nouveau ouverte. La femme était toujours là. Cette fois-ci, elle a tourné la tête vers lui, et Dylan a immédiatement fermé avant de courir vers sa famille, qui était toujours en train de discuter en buvant. Il s'est assis sur le canapé, et malgré le froid ambiant, il était couvert de sueur. Après quelques minutes, il a enfin réussi à se calmer. Au même moment, son cousin a poussé un cri, et tout le monde s'est tourné vers lui. Il a pointé l'iPad de Dylan, et paraissait à la fois terrifié, choqué et incrédule. Le cœur de Dylan a failli lâcher quand il a vu ce que son cousin avait pris en photo. La même femme, avec ses cheveux noirs, sa robe blanche et sa peau pâle, se dirigeant vers la salle de bain. Dylan savait que la photo n'était pas retouchée, parce que son iPad ne le permettait pas. Il était trop vieux et trop lent pour ça, sans parler du fait que son cousin ne savait pas retoucher des photos. Il avait pris plusieurs photos, et dans chacune d'elles, la femme était là, marchant. Il a effacé les photos, et Dylan s'est souvenu qu'il devait toujours aller aux toilettes. Il était hors de question qu'il y aille tout seul. Il a donc demandé à sa mère de l'accompagner. Elle était agacée, mais elle a quand même ouvert la porte pour lui, et elle est restée à côté pendant qu'il faisait ses besoins. Ça n'a toujours aucun sens pour Dylan. Si ce qu'il avait vu était le fruit de son esprit fatigué, comment expliquer les photos prises avec son iPad? Inutile de le préciser, mais Dylan croit dur comme fer aux fantômes désormais. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je suis roumaine et que l'histoire que je vais vous raconter est terriblement vraie. C'est arrivé il y a quelques années, alors que je faisais mes études supérieures dans une petite ville. Je louais un joli petit appartement avec mon cousin, qui avait 2 ans de moins que moi. Nous étions dans la même université. Un jour, après nos cours respectifs, nous étions en train de rentrer chez nous, à environ 800 mètres de l'université. Nous avions eu une longue journée et nous étions épuisés, même s'il n'était pas tard. À peine 15 heures à ce moment-là. Tout était calme, jusqu'à ce que nous arrivions à quelques mètres de l'appartement. Nous étions en train de parler de nos examens du lendemain, quand nous avons remarqué un homme qui nous regardait d'une manière bizarre près d'un parc. J'ai dit à mon cousin de l'ignorer et de continuer à avancer. J'essayais de rester calme, pour ne pas montrer de la peur ou céder à la panique. L'homme s'est approché de la rue parallèle à notre appartement, et s'est arrêté là, regardant le portail. Pour être honnête, je n'étais pas rassurée du tout à cause de son attitude bizarre, mais j'ai quand même marché jusqu'au portail en lui jetant un regard mauvais.
L'homme n'a pas bougé d'un pouce et ne semblait pas troublé par ma présence. Le seul semblant de geste que cet homme louche a fait, c'était un sourire sadique. Je l'ai ignoré et je suis entrée à l'intérieur avec mon cousin. Le surlendemain, un vendredi, nous n'avions pas cours, donc nous nous sommes reposés. Nous avons commandé une pizza en regardant un match de foot. Vers 17h30, j'ai décidé d'aller faire un petit jogging. Mon cousin est resté à l'appartement, au téléphone avec un de ses amis. Je suis sortie dans la cour, et à quelques pas du portail, j'ai entendu des bruits derrière moi. J'ai d'abord pensé que c'était un chien, mais je me suis quand même retournée pour voir ce que c'était. Et là, surprise, c'était l'homme louche de la dernière fois. Furieuse, je lui ai fait face pour lui demander pourquoi il me suivait. Il n'a rien répondu, et s'est contenté de me tourner le dos avant de s'éloigner. Perplexe, j'ai continué ma course, en échafaudant toutes sortes de théories. Et si c'était un cambrioleur en repérage? Ou pire, un tueur en série? Et si au contraire il avait besoin d'aide? Je me suis arrêtée pour me calmer, essayant d'ignorer toutes ces pensées intrusives. La rue était mortellement silencieuse, jusqu'à ce que mon téléphone se mette à sonner. C'était mon cousin. J'ai décroché et je lui ai demandé pourquoi il m'appelait. D'une voix tremblante, il m'a expliqué qu'il avait entendu quelqu'un frapper à la porte. Et quand il avait regardé par le judas, il a vu l'homme louche à l'extérieur. Je lui ai dit que j'allais rentrer aussi vite que possible et qu'il devrait se cacher. 5 minutes plus tard, je suis arrivée au portail et j'ai vu l'homme. Il tenait une sorte de marteau dans sa main. Je me suis baissée pour ramasser une brique qui traînait et je lui ai foncé dessus. J'ai crié pour attirer son attention et j'ai jeté la brique vers ses pieds. Il a poussé un cri de douleur et s'est mis à courir vers moi. J'étais nerveuse, mais je n'ai pas laissé mes émotions se voir et me rendre vulnérable. Je l'ai chargé à mon tour et je lui ai donné un coup de pied dans le mollet. Il a lâché son marteau et s'est effondré par terre. Mon cousin est sorti et m'a dit de vite rentrer à l'appartement parce qu'il avait quelque chose à me dire. Les clés de notre porte étaient manquantes. Juste avant que la police vienne, j'ai vérifié les poches de l'agresseur. Elle n'y était pas. La police nous a dit que l'homme était un cambrioleur qui avait déjà ciblé 4 maisons dans le voisinage. Ils nous ont aidés à chercher nos clés, mais nous ne les avons jamais retrouvées. Nous n'avons eu d'autre choix que de changer les serrures. J'espère de tout cœur que je n'aurai plus jamais à revivre une expérience aussi effrayante. Je m'appelle Jenny et j'ai une histoire de stalker à vous partager. Quand j'étais au lycée, il y avait énormément de garçons qui voulaient sortir avec moi, mais je les ai tous rejetés parce que je n'étais pas intéressée par une relation. Et puis il y a eu ce garçon, qui s'appelait John. Il étudiait dans une autre école que la mienne, et lui aussi m'a fait la cour. Au début, je me suis demandé comment il me connaissait, puis j'ai découvert que son cousin, Carlo, était dans ma classe quand j'étais en primaire. Carlo était donc le point commun entre moi et John. Il semblait tout à fait normal, très gentil et agréable, au point où je me suis dit que je devrais peut-être lui répondre. Des jours sont passés, et John a arrêté de m'écrire. Je me suis dit qu'il était peut-être occupé, mais des mois sont passés, et John ne m'avait toujours pas réécrit. C'était son cousin Carlo qui m'écrivait constamment sur Messenger. Au début, notre conversation était purement amicale, mais petit à petit, la conversation a commencé à prendre un tournant plus romantique, jusqu'à ce qu'il me demande également de sortir avec lui. Ça m'a choquée honnêtement. C'était lui qui m'avait présenté John, et maintenant lui aussi me draguait. C'est là que j'ai vu que John avait posté une photo de lui avec une fille. J'ai senti mon cœur se briser, parce que j'ai réalisé que j'étais bien plus intéressée par lui que ce que je pensais. Pendant ma peine de cœur, Carlo m'a beaucoup réconfortée. Pour info, je suis très proche de ma mère, donc je lui ai dit qu'il y avait un garçon qui me faisait la cour. Ma mère m'a répondu que s'il était gentil et qu'il m'aimait, pourquoi ne pas lui donner une chance? Ce que je ne savais pas, c'était que Carlo avait trouvé les infos de ma mère et lui avait écrit à mon sujet. Les jours sont passés et ma mère est devenue très insistante vis-à-vis de Carlo. Mais j'étais réticente parce que je ne l'appréciais pas tant que ça. Ma mère s'est même mise en colère parce que je voulais le rejeter. J'étais tellement triste et déçue que ma propre mère soit du côté de mon prétendant et pas celui de sa propre fille. Je lui ai demandé pourquoi elle aimait autant Carlo. C'était la première fois qu'elle essayait de me forcer à sortir avec quelqu'un. Elle a répondu que c'était parce qu'il était mon camarade de classe et qu'il était très intelligent. C'est vrai que Carlo est un génie. Il avait même le style typique de l'intello, mais il était aussi un peu particulier. Chaque nuit, je pleurais de stress parce que ma mère me demandait constamment quand est-ce que j'allais lui répondre.
Pour échapper à cette situation, je me suis mise à sortir avec quelqu'un de différent sans le dire à ma mère. Mais à chaque fois que je sortais, j'avais l'impression d'être observée. En rentrant de l'école un jour, j'ai trouvé ma mère assise sur le canapé, une expression de colère sur le visage. Elle m'a demandé si j'étais en couple avec quelqu'un, et j'étais choquée. Comment l'avait-elle su? Je l'ai nié, et elle m'a dit que si elle me surprenait avec quelqu'un d'autre que Carlo, elle me changerait d'école. J'ai éclaté en sanglots et je me suis réfugiée dans ma chambre. Je ne comprenais tellement pas pourquoi ma mère faisait une fixette sur Carlo. Elle savait déjà que je ne l'aimais pas. Nous avons déménagé entre-temps pour nous rapprocher de mon lycée, parce que mon petit frère a également commencé à y aller. Un matin, je me suis réveillée tôt parce que j'avais un examen. En sortant de notre nouvelle maison, j'ai vu quelqu'un se tenant sur le trottoir d'en face, me regardant fixement. C'est là que j'ai réalisé que c'était Carlo. Je me suis dépêchée de marcher vers mon lycée, parce que je ne voulais pas interagir avec lui. Un autre jour, mes amis et moi avons prévu de passer une soirée avec nos copains respectifs. Je savais que ma mère n'allait jamais accepter, alors je lui ai menti, lui disant que c'était juste une soirée avec moi et mes 2 amis, Vicky et Carrie. Elle m'a cru, donc elle m'a laissé y aller. La soirée s'est bien passée, et je suis rentrée à 22h chez moi, pour trouver ma mère assise sur le canapé, une expression de colère sur le visage. Je ne comprenais pas, parce que j'avais bien demandé la permission avant de sortir. Elle s'est levée en criant « Tu étais un rencard, hein ?» Je n'avais aucune idée de comment elle l'avait appris. J'ai encore une fois nié, mais elle m'a dit que quelqu'un nous avait vus, mes amis et moi avec nos copains, en ville. Elle m'a dit que j'étais privée de sortie pendant 1 semaine, avant de sortir en trombe du salon pour aller dans sa chambre. J'ai vu son téléphone sur la table, avec une notification de message reçu. Par curiosité, je l'ai pris pour lire le message. Quand j'ai vu qui était l'expéditeur, la rage m'a envahie. C'était Carlo. C'était lui qui me suivait partout et reportait tous mes faits et gestes à ma mère. Et depuis, j'ai remarqué qu'il était là chaque matin quand je sortais, sur le trottoir d'en face, se couvrant la bouche avec un mouchoir. Et à chaque fois que je le voyais, les larmes me montaient aux yeux tellement il me faisait peur. Je ne savais plus quoi faire. Il n'y avait que mes amis qui comprenaient ma peur, et ils m'ont dit de garder mes distances. Un jour, nous avions une représentation avec l'école, qui allait se dérouler sur le terrain de football du quartier. Nous étions en train de répéter notre danse, et j'étais vraiment concentrée parce que j'adorais ça. Quand soudainement, j'ai vu Carlo au loin, me regardant fixement avec sa bouche toujours couverte. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça, puisque je connaissais déjà son visage. Il me mettait extrêmement mal à l'aise. Durant notre représentation, je l'ai de nouveau vu en train de me fixer, mais je l'ai ignoré. Le temps est passé, et après l'obtention de mon bac, ma mère a proposé que j'aille dans une université assez éloignée, mais très réputée. C'était mon premier jour dans cette université, et j'étais aussi nerveuse qu'excitée. La journée s'est bien passée, et étant de nature sociable, je n'ai pas eu de mal à me faire des amis. C'était amusant de se présenter et de rencontrer de nouvelles personnes. À la fin des cours, alors que je me préparais à sortir de la salle de classe, j'ai senti mon cœur louper un battement. Carlo marchait dans le couloir. Il m'a vu, mais je lui ai tourné le dos en attendant que ma nouvelle amie finisse de ranger ses affaires. Avant de sortir de la classe, je regardais à droite et à gauche pour vérifier qu'il n'était plus là. Il n'y avait aucune trace de lui, donc j'ai attrapé le bras de mon ami et je me suis dépêchée d'aller à la sortie. Nous nous sommes dit au revoir et je me suis précipitée vers le bus pour rentrer. À l'intérieur, j'étais tellement paniquée que j'avais envie de hurler. Comment avait-il su à quelle université j'étais? Était-ce ma mère qui lui avait dit? J'avais l'impression de devenir folle. Mon stalker était dans la même école que moi. Il allait pouvoir suivre mes faits et gestes encore plus facilement. Quand je suis rentrée, j'ai dit à ma mère que j'ai vu Carlo à l'université, et je l'ai blâmé d'avoir encouragé un détraqué pareil. Ma mère m'a répondu qu'il s'était perdu de vue depuis un bon moment, et qu'elle ne lui aurait jamais dit dans quelle école j'étais. On s'est disputé pendant un bon moment, avant que je ne me réfugie dans ma chambre pour pleurer. Comme je m'en doutais, j'ai vu Carlo tous les jours. Je l'ai ignoré, mais je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai eu l'idée de me faire encore plus d'amis. Comme ça, je serais en permanence entourée à chaque fois que je serais hors de la maison. Je leur demandais même de m'accompagner aux toilettes. Je me suis entourée d'amis pour réussir à l'oublier. Et vous savez quoi? Ça a vraiment marché. Carlo n'ose plus m'approcher maintenant, parce qu'il a bien vu que je n'étais plus vulnérable. D'autant plus que mes amis étaient très populaires à cause de leurs divers talents. Ils me demandaient toujours de les rejoindre dans leurs activités. Et bien sûr, j'ai accepté.
Maintenant que je connais beaucoup de gens dans mon école et que beaucoup de gens me connaissent, je n'ai plus peur. Quant à Carlo, il a complètement pris ses distances. Dieu merci. Salut, je m'appelle Joy. Cette histoire m'est arrivée en 2015, quand j'avais la vingtaine. J'habitais avec ma tante, et ça faisait plusieurs années que j'étais étudiante. On était 6 à vivre dans cette maison. Ma tante, mon oncle, leurs 2 filles, ma grand-mère et moi. Il était environ 10h30 un matin, et j'étais épuisée de m'être couchée beaucoup trop tard la veille. Donc j'ai beaucoup dormi. J'ai fait un rêve à propos de 2 enfants, un garçon et une fille, qui couraient dans la maison. De ce que je me souviens, ils étaient un peu enrobés, et portaient un haut et un short blanc. Les cheveux du garçon étaient coupés à ras, et ceux de la fille étaient courts et lui arrivaient aux joues. Ils avaient l'air d'avoir 5 ans, et paraissaient tellement heureux à jouer dans la maison. Puis ils sont apparus en face de moi, et j'ai vu une image floue d'eux et moi. Ils sont restés là pendant un moment. C'est alors que j'ai remarqué que j'étais en pleine paralysie du sommeil. Le garçon a attrapé mon bras comme s'il voulait le tirer, pendant que la fille me fixait. Le garçon tirait et tirait sur mon bras. J'ai essayé de lutter même si je n'arrivais pas à bouger, et j'ai prié. Je me suis réveillée instantanément. Je ne les ai plus jamais revus après cela, que ce soit en vrai ou en rêve. 2 ans sont passés depuis cet incident. Un jour, ma grand-mère et moi étions en train de ranger du linge. Alors que nous parlions, elle m'a raconté ses expériences avec la paralysie du sommeil. Je l'ai écoutée avec attention, surtout quand elle a dit qu'elle en avait fait une il y a environ 40 ans, dans notre ancienne maison. Elle m'a décrit 2 enfants qu'elle avait vus pendant sa paralysie. Elle a raconté que les enfants étaient en train de jouer au début. Puis le garçon est apparu au-dessus d'elle, pendant que la fillette regardait. J'étais choquée, et je lui ai demandé à quoi il ressemblait. Alors qu'elle les décrivait, j'ai senti des frissons glacés m'envahir, et je me suis figée. Ce qu'elle avait vu 40 années auparavant était exactement ce que j'avais vu dans ma propre paralysie. Nous n'avons toujours aucune idée de qui sont ces enfants, et je n'arrive pas à expliquer comment ma grand-mère et moi avons pu avoir la même expérience, dans des maisons différentes, à des époques différentes. Sommes-nous suivis par des fantômes ?